Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier webinaire consacré à la sécurité des denrées alimentaires. Donc, bienvenue, merci de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire. Voilà, à chaque fois, plus de 800 inscrits, donc c'est très important pour le RNF, hein, pour le réseau normalisation et francophonie. Et puis, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir en particulier. Merci pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés après les deux premiers webinaires, que vous pouvez toujours consulter en replay. Donc aujourd'hui, alors Marie-Claude est avec nous, mais je sais qu'elle a des problèmes de micro depuis le Québec. Non, toujours pas, Marie-Claude, on t'entend pas, malheureusement. Bon, mais peut-être que d'ici là. Ouais, donc nous aussi, on te fait un gros coucou. C'est le matin, hein, c'est le matin à Québec, et puis j'imagine que ça doit être la neige tombée en grande quantité ces derniers jours qui fait que les connexions ne sont pas optimales. Mais peut-être que d'ici la fin du webinaire, tu pourras dire un petit mot à l'ensemble des participants. Mais on a pu échanger ensemble. Je sais que tu es très heureuse de cette série de webinaires, de toutes les retours, de tous les retours qu'il y a eu sur les connexions et les revisionnages des différentes sessions précédentes, des deux sessions précédentes. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer ce troisième webinaire consacré aux évolutions des référentiels de sécurité des denrées alimentaires. Donc, vous en avez l'habitude, hein, donc on est parti pour à peu près 50 minutes, 1 heure sur l'évolution des référentiels. Alors, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui n'auraient pas assisté au premier webinaire. Donc, je suis Olivier Boutou. Je fais partie du groupe AFNOR. J'occupe une fonction d'expert développement depuis 2003 au sein de cette belle institution. Mon métier au sein du groupe AFNOR, c'est de mettre mes compétences à disposition des différents métiers du groupe, à savoir la normalisation, l'édition, la formation et la certification. Donc, je suis rentré dans le groupe en tant que formateur consultant, en charge de concevoir et développer des modules de formation autour de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires. Ce que je continue à faire, hein, avec toujours autant de plaisir au niveau français et au niveau international et majoritairement au niveau francophone. Sur les thématiques en lien avec l'HACCP, l'ISO 22000, le FSSC 22000 ou d'autres thématiques type food defense, food fraud et food safety culture dont on parlera aujourd'hui. Je suis également auditeur certifié, donc ICA 22000 et IRCA FSSC 22000 en version 5.1. Et je suis également membre historique, on va dire, de la commission de normalisation française qui a son petit nom de code, la V01C, et qui est en charge de défendre la position française au niveau de l'Europe et surtout au niveau de l'ISO sur des thématiques en lien avec traçabilité, hygiène et sécurité des denrées alimentaires. Depuis maintenant 6 ans, j'interviens également comme expert à l'ANSES sur l'évaluation des guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP. Et pour finir, je suis également professeur associé à Bordeaux Sciences Agro, qui est l'école à Bordeaux de formation des futurs ingénieurs en qualité, sécurité, environnement et RSE, responsabilité sociétale des entreprises, dans le monde de l'agroalimentaire. Voilà, je suis également auteur de quelques ouvrages aux éditions AFNOR, ou autres d'ailleurs, mais majoritairement AFNOR, sur des thématiques toujours en lien avec la qualité et la sécurité des denrées alimentaires. Voilà, je sais que
J'ai quelques retours sur des lecteurs de livres, donc ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à partager sur ces thématiques qui sont tout à fait essentielles pour les exploitants appartenant à la chaîne alimentaire. Donc, merci à tous d'être présents. Voilà, plus de 20 pays représentés pour cette dernière session en lien avec la sécurité des denrées alimentaires. Donc, AFNOR, la structure que je représente et qui est membre fondateur du RNF, c'est une association, loi 1901, avec plusieurs métiers, dont la normalisation, évidemment, je viens d'en parler, l'édition, la formation et la certification. Voilà, nous sommes bien évidemment majoritairement basés en France, mais nous avons également des implantations internationales. À ce jour, 39 implantations internationales, donc n'hésitez pas à regarder quelle est l'implantation internationale la plus proche de chez vous et solliciter AFNOR si vous souhaitez poursuivre vos expériences professionnelles en matière de formation ou de certification avec le groupe AFNOR. Voilà, toujours sur le site du groupe AFNOR, je fais toujours la promotion de ces modules de soutien et autres documents qui sont mis en ligne. Je pense que je profiterai de cette fin d'année pour continuer à actualiser les modules de soutien. Je pense sans doute qu'il y aura un module de soutien en lien avec la culture de la sécurité sanitaire des aliments, qui est une thématique particulièrement importante dans les référentiels actuellement. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger gratuitement ces modules de soutien sur le site AFNOR, dont vous voyez l'URL affichée dans cette diapositive. Pour des questions d'organisation, ça va être la même chose que sur les 2 premiers modules. Vous aurez la possibilité d'avoir accès, pour ceux qui sont présents aujourd'hui, au module de formation en PDF, et vous aurez la possibilité de revisionner cette session grâce au replay qui vous sera envoyé dans un mail particulier. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sous LinkedIn, de vous connecter et voire de vous abonner pour voir l'évolution de cette thématique en lien avec la sécurité des denrées alimentaires. Donc, c'est le 3e module. Les 2 premiers modules ont concerné successivement un module plutôt généraliste où je vous proposais de voir comment développer sa veille sanitaire afin de prendre conscience de l'importance de la sécurité des denrées alimentaires quand on travaille au sein de la chaîne alimentaire. Et au cours de ce premier module, nous avons évoqué également la maîtrise de l'hygiène, les bonnes pratiques. Ensuite, au cours du second module, nous avons évoqué la méthode HACCP, qui est la méthode d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques pour la maîtrise de ces dangers. Et nous avons vu notamment l'évolution du Codex Alimentarius qui, il y a quasiment un an, a été publié et a actualisé l'approche HACCP au sein des organisations. Alors, l'importance de suivre aussi les évolutions du Codex Alimentarius en matière d'HACCP, puisqu'on va le voir, bon nombre de référentiels se basent sur le Codex Alimentarius, des référentiels dont on va parler aujourd'hui, l'IFS, le BRC, voire même l'ISO 22000, qui se basent sur l'approche du Codex Alimentarius pour actualiser leurs référentiels. Aujourd'hui, 3e étage de la fusée, nous allons évoquer les certifications, donc les référentiels Food Safety. Alors, on ne va pas revenir sur l'HACCP, mais on va plutôt évoquer
les référentiels certifiables. Alors évidemment qu'il y en a un certain nombre de référentiels certifiables. Je ne peux pas tous les évoquer, aussi pour la simple et bonne raison que je ne les maîtrise pas tous au niveau international, tellement il y en a. Mais voilà, on va au moins évoquer assez longuement l'ISO 22000 et le FSSC 22000. Et j'ai choisi de vous faire un focus également sur l'IFS, référentiel privé de certification. Alors, un petit peu d'historique sur le pourquoi d'avoir autant de référentiels en matière de qualité, sécurité et au-delà de ça, sûreté des denrées alimentaires. Alors, il faut savoir que au début des années 2000, on a vu un certain nombre de référentiels être publiés au niveau international, d'abord au niveau européen, puis ensuite au niveau de l'Amérique du Nord. Au niveau asiatique, il y a aussi des référentiels qui parlent de food safety. Et au regard de la mondialisation des échanges des denrées alimentaires, le Forum des produits de grande distribution a décidé de constituer une organisation non gouvernementale, la Global Food Safety Initiative, dont vous avez peut-être entendu parler. On l'appelle souvent la GFSI, la Global Food Safety Initiative, qui contient à son bord un certain nombre de structures de manière assez paritaire, des industriels, des grands industriels de l'agroalimentaire et des grands distributeurs de l'agroalimentaire. Le rôle de cette GFSI était de garantir la sécurité des denrées alimentaires au niveau mondial afin de protéger les consommateurs. Donc c'est un but tout à fait louable, sauf qu'au fur et à mesure où on a vu apparaître des référentiels dans le cadre des échanges internationaux, comment faire le tri, à savoir j'achète un produit en Asie, cette structure est certifiée selon les référentiels spécifiques. Comment peut-on avoir confiance dans ce référentiel? C'est pour ça qu'assez rapidement, cette instance, la Global Food Safety Initiative, a décidé de créer un document, un guidance document qui définirait les différentes exigences qu'un référentiel food safety, sécurité des aliments, devrait contenir en son sein pour être reconnu par cette instance et donc favoriser la reconnaissance et les échanges internationaux au niveau des denrées alimentaires. Alors, ce référentiel évolue. Il a évolué récemment en 2020 et c'est en fait parce que ce guidance document, ce document-là de benchmark, de process benchmarking évolue, que les référentiels sont obligés d'évoluer. Et on a vu que le GFSI a choisi successivement de traiter évidemment la sécurité des denrées alimentaires en tout premier lieu et petit à petit a élargi le scope, le domaine d'application des référentiels à d'autres thématiques. Et c'est ainsi que l'on a vu apparaître successivement les notions de food defense, la prévention des actes de malveillance, de sabotage et de bioterrorisme au sein de la chaîne alimentaire. Puis on a vu apparaître d'autres thématiques suite à l'affaire Spanghero, la substitution de la viande de bœuf par du cheval dans des lasagnes. On a vu apparaître la notion de fraude alimentaire. Et tout récemment, on a vu apparaître une autre grande thématique, à savoir la culture de la sécurité des denrées alimentaires que l'on appelle plus communément la food safety culture. Mais ce ne sont pas les seuls sujets qui importent au sein de la GFSI. Il y a d'autres thématiques qui émergent et quand ces thématiques émergent au sein de la GFSI, elles intègrent le document guide que vous avez à l'écran et donc les propriétaires de référentiels comme SQF, BRC, IFS ou la fondation FSSC 22000 sont obligés de faire évoluer leur référentiel
pour se mettre toujours en conformité avec les exigences du GFSI. C'est pour ça que, au niveau international, on se pose parfois la question de savoir sur quel référentiel je dois me faire certifier, si tant est que je souhaite aller vers une certification. La première question est de savoir, est-ce que vous avez des exigences de la part de vos donneurs d'ordre, de vos clients? Parfois, les clients demandent, peu importe la certification, du moment qu'elle est reconnue GFSI. Et donc, ça vous donne un choix limité de certification. Pour savoir les dispositifs qui sont reconnus par la GFSI, vous avez la possibilité de consulter le site mygfsi.com qui, en fonction de votre catégorie à laquelle vous appartenez au sein de la chaîne alimentaire, vous trouverez les référentiels reconnus par la GFSI. La dernière version date de 2020, sauf erreur de ma part, ça doit être la 8e version de ce guide GFSI. Et on a vu apparaître quelques nouveautés, comme la conception hygiénique, le clean design, des nouvelles thématiques en lien avec la recherche et le développement, qui sont des activités qui sont essentielles pour garantir la sécurité des denrées alimentaires. La qualité commence à la conception, on dit souvent. C'est également dans cette version 2020 qu'on a vu apparaître la notion d'audit inopiné qui serait obligatoire pour les référentiels, avec des conditions clairement explicitées. La durée minimale des audits, l'authenticité des certificats. Oui, tout à l'heure, on parlait de fraude alimentaire, mais on a vu aussi apparaître des fraudes aux certificats. Et donc, maintenant, les propriétaires de référentiels sont également tenus d'assurer l'authenticité des certificats délivrés auprès de leurs clients. Et évidemment la notion de food safety culture. Voilà pourquoi vous voyez successivement les référentiels reconnus GFSI évoluer, comme le SQF, comme l'IFS, le BRC ou le FSSC 22000. Pour repositionner tout cela, et on l'a vu dans les premiers modules de formation, enfin de sensibilisation, la base de la sécurité des denrées alimentaires qui pourrait se symboliser dans un ensemble de dispositions que l'on pourrait appeler un plan de maîtrise sanitaire sont souvent définies, sauf exception, réglementairement parlant, avec des bonnes pratiques, la méthode HACCP et le fait d'appliquer un système de traçabilité de telle manière à maîtriser les non-conformités et pouvoir procéder à des retraits, rappels ciblés de produits. Souvent réglementaires, en tout cas c'est le cas en Europe, mais dans bon nombre de pays également. Et puis ensuite, vous avez soit la possibilité d'aller volontairement vers des certifications ou parce que c'est imposé dans le cadre de cahiers des charges clients. C'est souvent le cas avec des entreprises qui fabriquent des produits à marque de distributeur et qui sont souvent sollicités par ces distributeurs pour être certifiés selon un référentiel qu'ils reconnaissent. Et vous pouvez, le summum, aller vers un système de management de la sécurité des denrées alimentaires avec une politique, des objectifs, une planification, une revue qui vous permet de générer de l'amélioration continue. Alors, dans un premier temps, je voulais évoquer les référentiels BRC et IFS. Alors, il faut savoir qu'au niveau européen, le BRC a été la première instance à publier de mémoire dès 1998, un dispositif de certification. La production de denrées alimentaires à marque de distributeur en Angleterre était déjà présente depuis un moment. Alors, j'ai pas prévu de vous présenter le BRC plus en détail, mais je sais que derrière les écrans, il y a des entreprises qui sont
soit certifié BRC, soit doublement certifié BRC IFS. Donc à l'heure actuelle, le BRC est en version 8. Voilà, le BRC GS, il est en phase de passer en version 9. Alors, j'en profite pour remercier Laurent Camberou, notre chef de produit BRC pour AFNOR Certification, qui m'a donné des informations toutes chaudes sur l'évolution du BRC. Alors, à savoir que le groupe de travail a terminé la révision technique des exigences du protocole technique et du protocole d'audit. Donc, c'est très récent, ça date du 9 novembre. Et le draft, le brouillon, enfin le projet, sera soumis à enquête publique au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022 pour un envoi à l'éditeur, m'a-t-il dit, mi-février, avec une publication qui sera prévue sans doute aux alentours de juin 2022, avec un passage obligatoire en version 9 pour les entreprises qui sont certifiées en février 2023. Voilà, donc au niveau du fond, il y aura probablement assez peu de modifications majeures. Néanmoins, le groupe de travail a aligné le référentiel sur le Codex Alimentarius. C'est pour ça que je vous disais que c'était important de bien prendre connaissance des évolutions du texte du Codex en matière d'HACCP. Et également sur la food safety culture qui sera sans doute intégrée et alignée sur le chapitre engagement de la direction pour être en cohérence avec le Codex Alimentarius et notamment l'annexe du règlement européen 382-2021. Voilà, il y aura aussi un alignement des modalités d'audit inopiné et ça se calera bon an mal an sur ce qu'a fait l'IFS avec les notions de période et de jours d'interdiction. Voilà, et puis on s'attend d'ici là à avoir peut-être un peu plus de renforcement des exigences de food safety culture dans le référentiel. Voilà, les prochaines réunions nous permettront de suivre un peu l'évolution, mais n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour voir les évolutions, notamment du BRC version 9. Pour ce qui le concerne, l'IFS vient de passer en version 7. Le BRC a toujours eu un temps d'avance sur l'IFS, voilà, avec des modifications également que l'on va évoquer rapidement sur l'IFS version 7. Alors, ça fait beaucoup de référentiels. Et c'est vrai que parfois, dans les entreprises, elles sont multi-utilisatrices de référentiels, ce qui n'est pas dans la philosophie de la GFSI, qui au début, et c'était très pertinent et louable au départ, avait dit si une entreprise est certifiée selon un référentiel reconnu de GFSI, eh bien, il n'y aura pas besoin qu'on lui impose d'être certifié selon d'autres référentiels reconnus de GFSI. Leur devise, c'était une fois certifié, reconnu partout. Bon, force est de constater qu'au niveau des utilisateurs, c'est pas tout à fait encore le cas, puisqu'il y a bon nombre d'entreprises qui continuent à notamment être obligées d'avoir cette double certification BRC, IFS, en fonction de leur marché, s'ils sont plutôt franco, italo, hispano, allemand ou plutôt anglo-saxon. Voilà. Alors, est-ce que le fait que la Grande-Bretagne soit sortie de l'Union européenne va renforcer cette distinction? J'en sais rien, mais au niveau de GFSI, c'est un peu une aberration de devoir être certifié selon ces deux référentiels, mais c'est toujours le cas. Alors, ceci dit, il y a un site que je vous recommande. Alors, je vous recommande chaudement
de l'utiliser, qui a été élaboré par des personnes très compétentes de l'ACTIA, qui est l'association de coordination technique des industries agroalimentaires, des centres techniques notamment, qui a élaboré sur un site gratuit un guide pratique d'utilisation des référentiels avec la possibilité de comparer les référentiels entre eux. Donc, vous avez le lien qui vous est communiqué ici, mais sinon, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez ACTIA référentiel, A-C-T-I-A, et plus loin référentiel, et vous allez tomber sur la page de garde sans nul doute. Et après une rapide inscription, vous aurez la possibilité d'accéder au tableau comparatif avec la possibilité de comparer 3 référentiels à chaque fois, c'est déjà bien. Ici, vous voyez par exemple que sur la thématique engagement de la direction, j'ai comparé le Codex Alimentarius, l'ISO 22000 et l'IFS version 7. Donc, c'est très intéressant pour benchmarker les référentiels. Voilà. Et un petit coucou à Anne-Gaëlle qui vient d'envoyer un petit message. Voilà, et qui œuvre avec beaucoup de passion à l'actualisation, et c'est beaucoup de travail, parce qu'il travaille un peu dans l'ombre, à l'actualisation de ce très bon site de comparaison des référentiels. Alors, un petit point sur l'IFS. L'IFS, donc, est un dispositif de certification qui contient un certain nombre de référentiels. À la différence de l'ISO 22000 ou du FSSC 22000 qui, avec une certification, souhaitait couvrir l'ensemble de la chaîne alimentaire, l'IFS a souhaité détailler des certifications par maillon, par grand maillon de la chaîne alimentaire. Donc, vous avez l'IFS Food, vous avez l'IFS pour ceux qui fabriquent des emballages ou ceux qui fabriquent d'autres produits, autres qu'agroalimentaires, des produits d'hygiène. Vous avez l'IFS Broker, vous avez l'IFS Logistique, vous avez le Cash and Carry, etc. Donc, un certain nombre de référentiels que vous pouvez choisir. Vous avez les statistiques qui vous sont présentées ici. C'est un référentiel qui est assez bien implanté dans le monde de l'agroalimentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'IFS parce que vous allez trouver les référentiels en accès libre, bien évidemment, mais également d'autres documents dont vous pourrez vous inspirer pour traiter des thématiques en particulier comme la gestion des corps étrangers, comme la lutte contre les nuisibles, comme la fraude alimentaire. Et donc, tous ces documents sont partagés en accès libre sur le site de l'IFS. Alors, si on zoome sur l'IFS Food, donc c'est un référentiel qui contient un certain nombre d'exigences. Ces exigences s'appliquent aussi bien aux organismes de formation qu'aux organismes d'accréditation, qu'aux auditeurs et bien évidemment qu'aux utilisateurs de l'IFS, puisque dans la partie 2, vous avez tout un florilège d'exigences à satisfaire pour prétendre à la certification, avec bien évidemment un certain nombre d'annexes que vous pourrez consulter. Alors, une particularité de ce référentiel est que chaque exigence va être évaluée selon un système de notation, ce qui n'est pas commun, à tous les référentiels. Donc, chaque exigence va être notée, sauf si elle n'est pas applicable, mais va être notée selon un système de notation à 4 niveaux. A, B, C ou D, A étant totalement conforme, D étant une déviation totale, on va dire, le C étant plutôt une déviation partielle,
Et le B, et c'est une des nouveautés de l'IFS version 7, c'est ce que l'on appelle un point d'attention, c'est-à-dire un point sur lequel, comme cela l'indique, hein, l'auditeur souhaite vous alerter sur un risque de déviation par rapport à la conformité de l'exigence. C'est un peu ce que l'on retrouve dans les audits ISO 22000 comme étant le point sensible. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, vous êtes toujours conforme, mais l'auditeur perçoit un risque de dérive qui pourrait générer une non-conformité ou, dans ce cas, une déviation. Voilà. Ensuite, vous avez les non-conformités dans le cadre de l'IFS. Donc, vous avez des non-conformités majeures ou des non-conformités qui sont considérées comme étant des KO. Hein, donc, les non-conformités, évidemment, ce sont des non-satisfactions d'exigences spécifiques. Ça peut être un non-respect de la réglementation, des problèmes liés à la sécurité des denrées alimentaires, des dysfonctionnements internes qui pourraient remettre en cause l'efficacité du système ou des problèmes liés aux clients. La particularité de l'IFS, c'est qu'elle couvre, au-delà de la sécurité sanitaire, des aspects également liés à la qualité du produit et au respect des exigences clients, notamment en matière de recettes, ce qui est une des différences notables avec le FSSC 22000. Voilà, donc un système de scoring, puisqu'à la fin, vous aurez des points qui vous permettront d'avoir une note sur 100 en pourcentage et d'obtenir un niveau de certification. Donc, quand la conformité est totale, l'entreprise glanera 20 points sur l'exigence. A contrario, si l'exigence n'est pas mise en œuvre, elle perdra 20 points, donc il y a un système de malus. Pour une note C, c'est-à-dire une déviation partielle, elle gagnera quand même 5 points. Et le point d'attention, même si dans l'absolu c'est conforme, eh bien, on n'obtiendra pas la totalité des points. On sera limité à 15 points sur l'exigence. Alors, quand on réalise des évaluations IFS, l'auditeur va devoir expliciter évidemment les déviations, mais également devra expliciter un certain nombre d'exigences, même quand elles sont conformes. Et ça, c'est un peu la problématique des auditeurs IFS en version 7, c'est qu'entre la version 6 et la version 7, il y a eu beaucoup d'exigences qui ont eu cette petite astérisque. Voilà, je crois qu'on est passé de 18 à 70 exigences dans le référentiel, où même si c'est conforme, c'est un champ obligatoire dans le rapport d'évaluation. Ça veut dire que l'auditeur devra expliquer pourquoi c'est conforme. Alors évidemment, dans son rapport d'audit, il expliquera aussi toutes les exigences notées B, C ou D, ou s'il estime que et la justification est acceptable, que l'exigence n'est pas applicable, il devra également le préciser dans son rapport d'évaluation. Voilà, et donc une fois que l'audit sera réalisé, et ça c'est aussi une des évolutions de l'IFS version 7 par rapport à la version 6, c'est de bien distinguer les notions de correction et d'action corrective, notions que l'on connaît bien dans les référentiels de type ISO 22000. La correction, c'est qu'est-ce que je fais pour corriger immédiatement le problème. Hein. J'ai mal à la tête, je prends un cachet d'aspirine, de Doliprane, ou je ne sais quoi, mais voilà, je cherche à réduire les effets perçus non désirés de mon problème. Ça s'appelle une correction. Et ensuite, je vais plus rechercher les causes racines. Pourquoi j'ai eu cette déviation, pourquoi j'ai eu cette non-conformité. Et le travail sur les causes racines devrait vous permettre de définir et d'appliquer ce que l'on appelle des actions correctives.
Et pour toutes les déviations notées C ou D, on va vous demander de définir des corrections et des actions correctives avec la possibilité, à la suite de votre rapport d'évaluation, de pouvoir justifier la correction, soit par des photos, soit par des preuves réelles, et non pas par une volonté de dire oui, je vais faire ça, je vais rectifier tel équipement, je vais décider de… Non, là, il faudra apporter des preuves comme quoi la non-conformité a bien été corrigée. Et ça a été fortement rappelé aux auditeurs des organismes de certification quand ils ont travaillé sur l'auditabilité du référentiel. Voilà. La particularité, c'est que quand on prend une non-conformité majeure, eh bien, on a une soustraction de 15% du nombre total de points possibles et le certificat en l'état ne peut pas être émis. Et puis ensuite, on a ces exigences qui sont appelées des exigences KO. Voilà, donc c'est le terme qui a été choisi historiquement par rapport à ce référentiel. Et avec une exigence KO, on ne peut attribuer que les notes A, que les notes C ou la note D. Et si on a une note D, alors à ce moment-là, comme son nom l'indique, on est KO, c'est-à-dire on a une soustraction de 50% du nombre total de points possibles et le certificat ne peut pas être émis. Voilà, sachant qu'il faut 75% minimum pour prétendre à la certification selon l'IFS. Donc, les KO de l'IFS, qui sont un peu l'équivalent des clauses fondamentales du BRC, sont au nombre de 10 pour ce qui concerne le référentiel IFS. Vous voyez qu'il y en a 2 qui apparaissent en italique dans cette liste, c'est-à-dire que ce sont les 2 seuls KO qui peuvent être notés non applicables, à savoir le système de surveillance de chaque CCP. Évidemment que si votre étude HACCP n'a pas révélé d'étapes cruciales dans votre process pour maîtriser des dangers significatifs, eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas de CCP, donc ça paraît difficile d'y exercer un système de surveillance. Et puis la conformité des produits et des recettes aux exigences des clients. Il se peut que certains clients n'aient pas d'exigences spécifiées sur des recettes particulières. Sinon, tous les autres KO sont applicables aux entreprises qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de l'IFS version 7. Voilà, donc par rapport à la version précédente, ces référentiels aussi, à chaque fois qu'ils évoluent pour se mettre en conformité avec ce fameux guidance document de la GFSI, eh bien, rentre aussi dans une logique d'amélioration continue. Donc là, on a moins d'exigences par rapport à la version précédente. On est passé de 281 à 237. C'est pas pour autant qu'on a limité le nombre d'exigences, c'est que certaines exigences entre elles ont fusionné. Il y a eu de nouvelles exigences qui sont apparues dans cette nouvelle version, à savoir la food septiculture, l'analyse des causes de racines, notamment pour les actions correctives, un renforcement des exigences sur la fraude, sur les corps étrangers, sur la sous-traitance, la traçabilité et la lutte contre les nuisibles. Il faut savoir aussi que quand les référentiels évoluent, ils tiennent compte aussi des remontées des distributeurs et de tous les retraits rappels de produits également, hein, pour chercher à limiter les causes de ces non-conformités qui pourraient générer des réclamations ou au pire générer des retraits rappels de produits. Voilà, et donc ensuite des exigences qui ont été soit fusionnées, soit supprimées, soit de nouvelles exigences que je vous laisse découvrir ici et dont je ne ferai pas la présentation détaillée. Voilà, d'un point de vue référentiel normatif, alors toujours intéressant,
de voir, bien évidemment, il y a la norme ISO 22000 et celle-là, c'est celle qui est le plus importante pour moi puisque c'est celle sur laquelle je travaille majoritairement. Norme ISO 22000 qui a évolué en 2018. D'autres normes existent. Voilà, donc vous avez vous avez notamment la norme sur la 17021-1 sur les exigences pour les organismes de certification procédant aux audits de systèmes de management. L'ISO 22003 qui est actuellement en cours de révision et d'autres normes. La 19011 qui a évolué en 2018 pour améliorer votre processus d'audit. Donc là, ce sont des guidelines, hein, ce sont des recommandations. Et puis ensuite, vous avez notamment la série des ISO TS, hein, TS qui signifie Technical Specification, qui sont des documents normatifs et qui détaillent les PRP au sein de la chaîne alimentaire. Et il y a un gros travail qui a été mené et qui est en cours au niveau des ISO TS. À l'heure actuelle, nous en sommes à 6 ISO TS. Une 7e est en préparation et une particularité, la commission ISO TC 34, le sous-comité 17 est en train de travailler sur le fait de créer une ISO TS 22002-100 qui serait un document un peu chapeau qui regrouperait de manière transversale tous les PRP applicables au sein de la chaîne alimentaire, mais on garderait néanmoins les ISO TS 22002 séries, dont la -1 pour la transformation des denrées alimentaires, la -2 pour la restauration, la -3 pour l'amont agricole, la -4 pour la production d'emballage, la -5 pour le transport et le stockage, et la -6 pour l'alimentation animale. Une -7 serait en conception sur le retail, notamment voilà, pour remplacer le PAS 221 du FSSC 22000. Mais bon, voilà. Donc, je sais, dans le secteur du monde de l'agroalimentaire, on a beaucoup de documents, on a plusieurs certifications possibles. C'est pas toujours évident. Et puis, on a vu apparaître depuis 2009 le protocole de certification FSSC 22000 dans sa version 5.1. Alors, la différence entre l'ISO 22000 et le FSSC 22000, quand l'ISO 22000 a été publiée pour la première fois en 2005, ça ne nous rajeunit pas, elle a été benchmarkée, comme je vous ai évoqué, par la GFSI. Et il y a eu à l'époque un moment de stupeur au niveau international quand la GFSI a dit nous, l'ISO 22000, on ne la reconnaît pas. Alors, pour plusieurs raisons, hein, parce que l'ISO 22000 ne fait un focus que sur la sécurité sanitaire. Or, le FSSC commençait à intégrer des thématiques plus larges parce que le GFSI commençait à intégrer des thématiques plus larges comme la food defense ou le détail des PRP. Hein, c'est vrai que l'ISO 22000 s'appliquant à l'ensemble de la chaîne alimentaire, il était absolument impensable de détailler de manière précise tous les PRP qui allaient s'appliquer au sein de la chaîne alimentaire. Voilà, et donc il y a eu un certain nombre de remarques qui ont été formulées par la GFSI de telle sorte à ce que l'ISO 22000 ne soit pas reconnu, mais qu'à cela ne tienne, une fondation privée s'est saisie du sujet, une fondation hollandaise qui s'appelle FSSC 22000 et qui a dit nous on va quand même capitaliser sur cette norme ISO parce que une norme ISO ça reste quand même quelque chose d'important. Et donc, ils se sont appuyés sur cette norme ISO 22000. Ils ont rajouté le détail des PRP, des bonnes pratiques sectorielles, grâce aux travaux qui étaient menés par les commissions ISO sur les ISO TS 22002 séries. Et puis, ils ont fait un document annexe
qu'ils ont appelé Additional Requirements, donc les exigences additionnelles dans lesquelles on retrouvait la food defense, la gestion des allergènes, etc. Et puis, en 2019, ce protocole a évolué. Il a été reconnu en 2009, il a évolué en 2019 pour passer en version 5. En novembre 2020, il a évolué pour passer en version 5.1, toujours dans la logique de suivre les évolutions du guidance document du GFSI. Et voilà. Et parallèlement à ça, l'ISO 22000 continue à exister. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je dois me lancer vers une certification ISO 22000 ou FSSC 22000? Ben, encore une fois, je dirais ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est à vous à définir et puis à voir avec vos donneurs d'ordre. Voilà, et même si vous n'avez pas de donneur d'ordre qui vous impose une certification reconnue de GFSI, vous avez tout à fait la possibilité, dans une logique d'amélioration continue, de commencer par de l'ISO 22000 et puis ensuite de prétendre à une certification FSSC 22000. J'ai quelques clients dans la restauration, d'hôpitaux notamment, qui voilà, se sont fait certifier ISO 22000 et dans une logique d'amélioration continue, ont visé ensuite une certification FSSC 22000, sachant qu'il y a quand même un certain gap entre la certification ISO 22000 et la certification FSSC 22000. Voilà. Parlons un peu de normes ISO 22000, même si je ne vais pas en faire une présentation détaillée. C'est un système de management. Vous devez comprendre ce qu'est un système de management. D'ailleurs, on parle de SMSDA, Système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est toujours important de revenir aux fondamentaux, comme on dit dans le Sud quand on parle rugby. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est les définitions, c'est les concepts. Et le système de management a été défini ainsi. C'est un système qui permet d'établir une politique, d'établir des objectifs, de définir des moyens, des ressources, des processus, et que ça soit mis en œuvre de telle sorte à atteindre les objectifs. Donc, ce que vous devez retenir d'un système de management, c'est la clé de voûte, l'élément central, c'est la politique et les objectifs, définis par une direction qui est engagée. Voilà, et tout tourne autour de ça dans la norme. Le chapitre 4 vous donne les éléments d'entrée pour établir cette politique que vous allez établir dans le chapitre 5. Dans le chapitre 6, eh bien, c'est un chapitre qui s'appelle la planification. Et la planification, c'est quoi? C'est comment on se met en ordre de marche pour que cette politique se réalise. Je dis souvent aux entreprises, une fois que la direction a défini la politique et les objectifs, vous avez plusieurs manières d'atteindre cette politique et ces objectifs. Soit vous brûlez un cierge, soit vous croisez les doigts, soit, pour ceux qui connaissent, vous marchez dedans avec le pied gauche, et ce qui paraît que ça porte chance, et vous attendez que ça se passe. Voilà, bon, évidemment que dans la norme ISO 22000, on a pris les choses sous un autre angle, et on a dit, une fois qu'on a défini la politique et les objectifs, on va inciter la direction à réfléchir à des risques organisationnels qui pourraient empêcher d'atteindre ces résultats escomptés. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé dans l'ISO 22000 ces notions de risque et opportunité, parce qu'on ne voulait pas voir uniquement la bouteille à moitié vide, donc on voulait aussi la voir à moitié pleine. Donc on ne voulait pas parler exclusivement de risque, mais également d'opportunité, à ne pas confondre avec les dangers qui sont traités, eux, dans la HACCP. Et donc, c'est vrai que, une fois qu'on a compris ça, ça va, ça passe, mais c'est vrai qu'on a une analyse de risque un peu à deux niveaux. Une analyse de risque plutôt managériale par rapport à la politique et aux objectifs, et une analyse de risque qui s'appelle chez nous une analyse de danger et qui est plutôt opérationnelle et que l'on va mener grâce à la méthode HACCP. Voilà. Donc ça, c'est la norme ISO 22000.
Donc, 4 principes reconnus comme étant essentiels par rapport à cette norme ISO 22000. La première, c'est le management du système, et je vous renvoie à ce qu'est un système de management. Bien évidemment, à s'appuyer sur des programmes prérequis clairement définis, approuvés, mis en œuvre, vérifiés et suivis dans le temps. Et je vous renvoie au premier webinaire sur l'importance des bonnes pratiques. Je vous renvoie également au second webinaire sur l'application des principes HACCP parce que ça reste quand même notre méthode à nous pour garantir la sécurité des denrées alimentaires de manière très opérationnelle. Et un quatrième principe qui s'appelle la communication interactive. Alors, bien évidemment, la communication interne nécessaire au sein de la chaîne alimentaire pour partager la bonne parole, pour communiquer l'importance à satisfaire aux exigences, pour sensibiliser les opérateurs, pour sensibiliser aussi les sous-traitants, et une communication externe dans le cadre d'une communication interactive, et ça fait l'objet d'un chapitre tout à fait indépendant dans la norme ISO 22000, une communication externe en disant attention, vous n'êtes pas tout seul au sein de la chaîne alimentaire, vous avez des maillons en amont, vous avez des maillons en aval, vous avez des clients, vous avez des fournisseurs, et c'est tout à fait important et primordial d'assurer une communication externe efficace et pas simplement en cas de crise. Voilà, et donc ça vous renvoie à l'importance du dialogue avec les parties intéressées pertinentes d'un système de management. Bon, vous avez vu qu'à Bordeaux, aujourd'hui, il fait froid, mais force est de constater qu'à force de parler, j'ai un peu chaud, donc je me permets de me mettre à l'aise, n'est-ce pas? Alors, 2 cycles dans la norme ISO 22000. Un premier cycle qui est porté par la structure même des normes ISO qui, depuis 2015, fait en sorte que toutes les normes de système de management soient basées sur la même structure qu'on appelle une structure cadre ou structure universelle. En anglais, on appelle ça la High Level Structure. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose si je dois le traduire en français, structure de haut niveau, mais en tout cas, c'est une structure universelle qui est basée selon le fameux plan Do Check Act que l'on connaît bien. Et les différents chapitres de la norme sont élaborés et présentés sous cette logique de d'abord je planifie, ensuite je mets en œuvre, ensuite je vérifie et puis je réagis. Et si je zoome sur le plus gros chapitre de la norme, qui est le chapitre 8, eh bien c'est là où je vais retrouver la base opérationnelle, la maîtrise opérationnelle de la sécurité des denrées alimentaires, à savoir les bonnes pratiques, la traçabilité, la préparation et réponse aux situations d'urgence et également tout le système HACCP conçu selon le PDCA. Voilà. Bon, une fois qu'on a compris ces deux logiques-là, est-ce que ça peut être confusant? Parfois, parce que je prends souvent cet exemple, dans les normes ISO 22000, on vous parle de correction ou d'action corrective à 2 niveaux. On vous en parle au niveau du chapitre 8.9 et puis ensuite on vous en parle au niveau du chapitre 10.1, amélioration. En fait, même si les têtes de chapitre s'appellent toutes les deux actions correctives, on ne parle pas des mêmes. Dans le chapitre 8.9, on vous parle des corrections et des actions correctives à mettre en place quand la surveillance d'un CCP ou d'un PRPO a révélé une déviation, un manque de maîtrise. Évidemment, je ne produis plus de manière certaine des produits sûrs, il faut bien que je réagisse. On est bien dans la maîtrise opérationnelle et le Codex Alimentarius en parle évidemment dans son étape 10 de la méthode, alors que dans le chapitre 10.1 amélioration, on parle de la maîtrise des non-conformités, on parle des actions correctives, mais il s'agit ici des non-conformités et des actions correctives qui vont s'appliquer au système de management, sur les RH, sur les achats ou sur toute autre thématique du système de management.
Donc, c'est une norme qui est plutôt intelligente parce qu'elle a des obligations de résultat. Charge à vous à définir les moyens nécessaires et suffisants pour répondre à ces exigences-là. Donc, vous avez un premier chapitre où on va demander à la direction de comprendre le contexte dans lequel intervient la structure et quels sont les enjeux soit qu'elle a identifiés en interne, soit qui lui sont imposés en externe, mais également de définir quelles sont ses parties intéressées et de savoir celles qui sont au regard de ce contexte et de ces enjeux pertinentes pour son organisation. Si elles le sont pertinentes, eh bien, il faudra que l'entreprise définisse quels sont les besoins et attentes des parties intéressées vers l'entreprise. Et tout ça conçu dans un système de management dans lequel on va évoquer la notion de processus, même si nous ne sommes pas au même niveau d'exigence de l'approche processus que dans l'ISO 9001, par exemple. Ce qui est important en ISO 22000, c'est de considérer que chaque processus dans l'entreprise, chaque pilote de processus, qui est souvent un cadre dans une entreprise, responsable achat, responsable labo, responsable logistique, responsable production, responsable maintenance, chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour garantir la sécurité des denrées alimentaires que je vais mettre sur le marché. C'est vrai que j'aime bien poser cette question quand j'arrive dans les organisations. Qui c'est qui est responsable de la sécurité des denrées alimentaires dans l'entreprise? Et des fois, je suis un peu blasé, qu'on me dise « Ah, le responsable de la sécurité sanitaire, oh, ben c'est le 4e bureau à gauche, hein, au fond du couloir, c'est notre responsable qualité. » Non, évidemment, tout le monde est concerné par la maîtrise opérationnelle, avec plus ou moins d'impact. Mais un acheteur est responsable, un laborantin est responsable, un responsable maintenance, la maintenance est responsable, évidemment la production, la logistique, etc. Le but du jeu, c'est que chacun qui va piloter un processus comprenne quels sont les critères à satisfaire pour garantir cette maîtrise opérationnelle. Et donc, s'il a cette conscience de savoir quel est son impact sur le système, eh bien, c'est ce qui va permettre de développer une culture positive quelque part, même s'il n'y a pas que ça, mais déjà avoir conscience qu'un acheteur, il n'est pas là que pour acheter, faire et suivre son chiffre d'affaires ou les économies qu'il pourrait faire sur les achats. Voilà, c'est un tout et que lui-même contribue à ce système de management. Et puis, vous avez un certain nombre de chapitres donc conçus selon la logique du PDCA. Et au milieu, et je le mets bien au milieu, c'est le chapitre 5, c'est le leadership, c'est l'élément central du système de management grâce à la politique et aux objectifs, grâce à l'implication de la direction au plus haut niveau. Et le chapitre 6 qui doit nous permettre de dire comment cette politique et ces objectifs pourront se réaliser de manière efficace, puisque les objectifs d'un système de management, c'est de garantir l'atteinte des objectifs que l'on s'est fixés dans le cadre de cette politique et qui sont en lien évidemment avec la sécurité des denrées alimentaires. Et évidemment, on s'attend à ce que de manière permanente, régulière en tout cas, vous mettiez sur le marché des produits ou des services conformes aux exigences légales et réglementaires et aux exigences des clients. Voilà, c'est un mode d'emploi pour garantir la sécurité des denrées alimentaires. C'est notre norme ISO 22000. Alors, je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais ça vous brosse quelque part la philosophie de cette belle norme. Belle norme que vous pouvez utiliser si vous voulez aller vers un dispositif de certification reconnu GFSI. C'est le dispositif FSSC 22000 et depuis 5-6 ans, il y a une phase exponentielle de croissance, un peu à l'instar de la courbe microbienne, de croissance microbienne, une phase exponentielle où on voit les entreprises qui sont passés parfois par l'ISO 22000 et qui tendent à aller vers le FSSC.
soit parce que c'est une demande, et dans les grands groupes, les Lactalis, Nestlé, Danone et autres, les Kellogg's, ils ont cette logique de rentrer dans des certifications FSSC 22000. Donc, on va retrouver évidemment notre norme ISO 22000 en version 2018. Les spécifications techniques qui vont s'appliquer à la chaîne alimentaire, les ISO-TS 22002-1, 2, 3, 4, 5, 6, et les protocoles et les exigences additionnelles définies dans le protocole de certification qui date de novembre 2020. Tout ça pour prétendre à la certification FSSC 22000, dont le scope est assez large finalement, puisque vous avez la possibilité de vous faire certifier FSSC 22000, parfois même doublement. Il y a certaines entreprises qui ont deux scopes de certification FSSC 22000. Voilà, et donc tout ça, c'est clairement indiqué dans les exigences du FSSC 22000 qui sont en accès libre sur le site fssc22000.com. Et d'ailleurs, bon nombre de documents sont actuellement traduits en français, dont le protocole de certification. Voilà. Je voulais évoquer, pour terminer, les exigences additionnelles du FSSC 22000. Donc, elles ont augmenté entre la version 5 et la version 5.1. Vous avez des exigences additionnelles sur la gestion des services, des matériaux achetés. On va parler notamment dans ce chapitre si vous faites appel à des laboratoires externes pour réaliser des analyses biologiques, microbiologiques, chimiques, de vous assurer de la fiabilité, reproductibilité et justesse des résultats d'analyse qui vous sont donnés par ces prestataires externes. On parle également dans ce chapitre d'avoir une procédure documentée en cas d'achat spot. Et Dieu sait qu'avec la crise de la Covid-19, bon nombre d'entreprises se sont heurtées à des problèmes d'approvisionnement. Et ça a été, ça les a obligés à modifier leur procédure normale d'achat auprès de fournisseurs évalués, sélectionnés, suivis, etc. Et donc, tout à fait naturel d'intégrer les achats spot comme préparation et réponse à une situation d'urgence. Donc, ça pourrait venir alimenter le chapitre 8.4 d'ailleurs de l'ISO 22000. Sur l'étiquetage des produits conformes au pays dans lequel je vais commercialiser les produits en respectant bien les exigences légales et réglementaires. Deux grosses exigences que vous connaissez sans doute sur la défense alimentaire, autrement appelée food defense, et la food fraud, l'atténuation de la fraude alimentaire. Ces deux exigences qui vous demandent de faire une étude de vulnérabilité. Voilà, même s'il n'y a pas de documents ou de normes officielles, il y a plein de documents qui expliquent comment on peut faire de la food defense ou de la food fraud. À vous de trouver la méthodologie idoine pour garantir que vous êtes soucié d'éviter une adultération volontaire de vos produits. Voilà, donc une différence quand même significative entre la food defense et la food fraud, sachant que parfois des fraudes peuvent aussi avoir des incidences sur la sécurité des denrées alimentaires. On l'a vu dans le lait contaminé par de la mélamine en 2008 en Chine. Voilà, et puis d'autres exigences sur la gestion des allergènes, avoir un plan de maîtrise, un plan documenté de maîtrise des allergènes, une surveillance de l'environnement, oui, ça c'est quelque chose, et je vous invite à suivre aussi les travaux des réseaux mixtes technologiques, des RMT, qui ont pas mal travaillé sur la surveillance environnementale.
notamment microbiologiques. Vous avez plein de documents en accès libre sur cette surveillance environnementale, sur la formulation des produits, sur le transport et la livraison, même si normalement, quand on a bien travaillé son ISO 22000, on ne devrait pas avoir beaucoup de choses à faire, à rajouter sur certaines exigences additionnelles, mais voilà, ça c'est mon avis. Et pour finir, sur les exigences additionnelles, des éléments relatifs au transport, on l'a vu, et au stockage, entreposage. D'autres éléments sur la cross-contamination, le contrôle des risques et des mesures de prévention de la contamination croisée. Encore une fois, tout ça, c'est normalement traité dans l'ISO 22000, mais le FSCC a voulu faire un peu le coup du double, comme je dis des fois, c'est pas plus mal de rappeler, et parfois en exigeant des exigences de moyens, alors que l'ISO 22000 n'impose que des obligations de résultats. C'est le cas, par exemple, sur la vérification des PRP, où on va vous demander de clairement vous positionner sur une fréquence de vérification, d'évaluation de vos bonnes pratiques en place. Sur les développements produits, c'est important et on l'a vu que c'était une exigence du guidance document du GFSI. Et ensuite, vous avez, pour ceux qui seraient concernés, des dispositions pour les organisations présentant une certification multisite avec des exigences spécifiques pour les entreprises qui seraient certifiées avec un siège social et différents sites de production. Voilà, Food Safety Culture. Écoutez, j'ai choisi de ne pas forcément en parler énormément puisque AFNOR Certification, il y a encore pas si longtemps, a organisé 4 webinaires autour de la food safety culture et de la culture de la sécurité des denrées alimentaires. Voilà, donc je pense que ça doit être possible de retrouver les replays de ces webinaires consacrés à la culture de la sécurité sanitaire des aliments. En tout cas, c'est une thématique tout à fait d'actualité parce qu'elle a été intégrée réglementairement parlant en Europe, parce que le Codex Alimentarius en parle, parce que tous les référentiels qui veulent être reconnus GFSI imposent cette notion de food safety culture. Voilà. Et donc, changer une culture d'entreprise, ça peut prendre 10 ans et sûrement pas un petit SWOT avec un plan d'action comme j'ai déjà vu dans certaines entreprises, puisque là, on va aborder des notions que les responsables qualité peut-être maîtrisent un petit peu moins bien, à savoir les valeurs, les croyances, les normes qui ont une incidence sur l'état d'esprit et le comportement à l'égard de la sécurité des denrées alimentaires. Et là, tout le monde est concerné par la food safety culture, à commencer par la direction à son plus haut niveau, en passant par les cadres, en passant par les agents de maîtrise et en innervant vers le personnel, innervant, j'ai pas dit énervant, en innervant vers le personnel et les prestataires de services qui doivent être considérés dans ce scope. En tout cas, la GFSI, et c'est un peu le document qui fait foi, même si, petit scoop, au sein d'AFNOR, normalisation, nous sommes en train de travailler sur un document normatif qui traitera de la food safety culture, de la culture de la sécurité sanitaire des aliments. Voilà, ce document AFNOR sera sans doute publié courant d'année 22 et sera en cohérence avec les exigences du Codex Alimentarius et avec ce document d'orientation qui a été publié par la GFSI, qui définit 5 dimensions pour mettre en place une culture positive de la sécurité des denrées alimentaires. Sachant que, voilà, et je terminerai peut-être là-dessus, lors des rendez-vous avec les organismes certification, souvent on leur a rappelé l'importance pour les auditeurs de pouvoir statuer sur cette culture de la sécurité des denrées alimentaires, sachant que vous avez l'auditeur qui vous suit selon un cycle, selon une période et qui va pouvoir aussi voir l'état de maturité
de votre culture de la sécurité des denrées alimentaires. Mais voilà, et cette culture sera évaluée par les auditeurs, pas simplement au cours des audits, mais il regardera aussi ce qui s'est passé entre deux audits et les décisions qui auront été prises, les choix qui auront été pris, l'investissement des personnes qui auront été pris en faveur de la sécurité des denrées alimentaires. Et voilà, et donc c'est pas évident. On doit travailler sur des sciences un peu molles, alors que on est plutôt habitué à travailler sur des sciences dures, la microbiologie, la chimie ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose de passionnant. Et voilà. Et nul doute que ça sera une thématique qui sera encore d'actualité pendant quelques temps, puisque les auditeurs vont apprendre en même temps que les entreprises. Mais voilà, n'attendez pas trop pour travailler sur cette culture de la sécurité des denrées alimentaires. Je suis bavard comme d'habitude, mais bon, avec moi, vous y êtes habitués. Pour terminer, n'oubliez pas norminfo.afnor.org pour suivre toute l'évolution de vos normes préférées. Voilà, c'est important. Vous mettez un petit like, un petit cœur qui va se transformer en rouge et vous suivez l'évolution de votre norme préférée. Toujours intéressant d'avoir 2 coups d'avance comme un bon joueur d'échecs pour savoir les évolutions de la norme. Encore plus pertinent de participer à l'élaboration de normes. N'hésitez pas à vous rapprocher des organismes de normalisation nationaux des pays dans lesquels vous œuvrez pour être aussi acteur de la norme. Et je vous jure que quand vous participez à l'élaboration de la norme, eh ben, vous avez réellement 2 coups d'avance. Hein, si vous êtes capable d'expliquer les choix à l'intérieur de la norme. Donc, normalement, c'est un super avantage. Voilà. Et si vous voulez vous faire former, Olivier, vous tu avez la m'entends? possibilité. C'est Marie-Claude. Oh, Marie-Claude! Bonjour. Écoute, je m'excuse vraiment de te couper comme ça, mais moi, j'ai un autre engagement et comme j'ai retrouvé la voix et le son, je voulais juste prendre 30 secondes pour te Mais remercier. c'est fini de toute façon. Je voulais vraiment te remercier pour ta générosité, toujours aussi intéressant, toujours aussi captivant. Ton expertise nous est vraiment utile. Grand merci à toi et grand merci au groupe AFNOR de s'être associé au RNF aujourd'hui pour nous présenter ce 3e webinaire. Et ben voilà, moi je dois vous quitter. Alors voilà, je vous dis au revoir, puis je te laisse dire au revoir à nous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, hein, parce qu'on continuera, on ne sait pas quand, comment et par quoi, mais on continuera à porter la bonne parole, à partager et On puis à a de informer. l'avenir ensemble. On a de Ouais. l'avenir ensemble. Avec Merci. plaisir, Marie-Claude. À bientôt. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci, Marie-Claude. Au revoir. C'est une personne formidable, Marie-Claude. J'adore. Et donc, pour terminer, voilà, si vous voulez vous former, n'hésitez pas à vous rapprocher des instances AFNOR qui sont dans vos pays respectifs. On organise des formations, par exemple, prochainement, dans 10 jours, une formation à distance FSSC 22000 pour les pays du Maghreb. Maroc et Tunisie, pour devenir lead auditeur IRCA FSSC 22000 version 5.1. C'est une formation qui se déroulera à distance. Je pense que nous sommes à peu près les seuls et les premiers en France à faire ça, à organiser une formation IRCA FSSC 22000 version 5.1 à distance pour les filiales du groupe AFNOR. Voilà. Et puis, évidemment, si vous avez des projets de certification, pensez à nous. Voilà, on a des auditeurs qui sont super bien formés, super compétents, voilà, qui se renouvellent. Il y en a qui partent à la retraite. Voilà, on a besoin aussi de nouveaux auditeurs, surtout sur des secteurs d'activité un peu particuliers comme le secteur de l'emballage. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'AFNOR si vous souhaitez mettre à profit votre expertise au service
de ce beau groupe qui est AFNOR. Voilà. Merci. Voilà, je ne veux pas trop abuser de votre temps. Je vais peut-être prendre quelques questions éventuelles. Sinon, je ferai comme sur les premiers webinaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Voilà. Oh, il y a pas mal de questions. Il y a beaucoup de questions qui me disent bonjour, Olivier. Donc, bonjour. Voilà, vous êtes un peu partout. Ok. Ouais, il n'y a pas de questions à proprement parler. Pourrais-je avoir le GFSI en PDF? Ah oui, 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 Léonel Do, oui. Ben, vous allez sur le site mygfsi.com et donc vous avez la possibilité de tout télécharger. Le côté avantageux, c'est que sur les sites IFS, BRC, peut-être oui aussi, sur le site FSCC 22000 et sur le site de la GFSI, vous avez la possibilité d'avoir accès en téléchargement libre aux documents. Et voilà, n'hésitez pas. Oui, vous aurez la présentation, vous aurez aussi accès au replay. Ces certifications sont-elles obligatoires? Ben, oui et non, parfois pour avoir accès au marché, on ne peut pas faire autrement. Voilà, et puis sinon, il n'y a pas beaucoup. Pourquoi l'ISO 22000 n'intègre pas la GFSI? Parce que historiquement, l'ISO 22000 était pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et au niveau international, on poussait d'autres problématiques qui ont fait, ça a été un choix de l'ISO de ne rester que sur la sécurité des denrées alimentaires et de ne pas aller sur d'autres systèmes type food defense, food fraud ou autres. Ok, bon, écoutez, merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et voilà, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ces webinaires. Je ne sais pas comment on va continuer, mais on continuera. Vous savez que j'aime partager et donc je continuerai à partager mes connaissances, mes compétences et ma passion pour cette thématique-là. Merci et j'espère à très bientôt et peut-être on aura l'occasion de se croiser un jour. C'est toujours quelque chose de très intéressant de pouvoir échanger quand je voyage avec d'autres passionnés sur cette thématique-là. Merci beaucoup.